Michel Aglietta, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette deuxième émission de présentation de votre livre sur la monnaie entre dette et souveraineté qui est publié chez Odile Jacob. Alors, dans la première émission, nous avons fait un panorama général sur votre réflexion, 35 années de recherche sur la monnaie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on approfondisse la question des dettes. Monnaie, dette, c'est immédiatement poser la question de la finance. Une finance dont vous dénoncez dans ce livre, tout au début, les mensonges. Oui, en effet, le lien monnaie-finance est essentiel puisque le capitalisme s'inscrit dans le temps et que sa logique est de tenter de faire de l'argent avec l'argent, en empruntant de l'argent et puis en essayant, disons, d'en retrouver à partir d'un cycle de l'argent, en plus à la fin. Donc, la dette est constitutive du capitalisme, essentiellement. Et depuis les origines, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que ce que dit Braudel, c'est que le capitalisme est né financier. Et il ne devient manufacturier, salariat, etc., qu'au bout de plusieurs siècles. Il naît financier au Moyen-Âge. Bon. Les crises financières sont intrinsèques à ce processus. Pourquoi ? Pourquoi cette hypothèse d'instabilité financière ? Eh bien, je pense que c'est lié au fait que, en opposition, ça se voit très bien en opposition avec la conception standard. La conception standard, c'est de dire que la finance échange des objets dans le temps, si vous voulez. Une dette n'est pas autre chose qu'un bien futur. Mais le bien futur est connu. Le troc n'a jamais existé. La société est basée sur le troc. Non, apparemment, les anthropologues considèrent que le troc n'a jamais existé. Et même dans des sociétés sans État. Or, on n'échange pas des biens présents contre des biens futurs, on échange des promesses. Et la dette, c'est une promesse. Et les promesses peuvent, comme certains le disent, elles ne valent que ce que le principal commerce, c'est le commerce des promesses. Absolument. Et par conséquent, vous avez, et avec une pulsion qui est une pulsion à les faire valoir, qui est celle du capitalisme. Donc, vous n'avez pas du tout la conception de ce qu'on appelle l'efficience de la finance. C'est une conception qui est intrinsèque avec le fait qu'on échange des biens contre des biens que l'on connaît. Que ce soit dans le futur ou dans le présent, c'est pareil, vous avez des prix qui sont des valeurs dites fondamentales. Dans la conception monétaire, il n'existe pas de valeur fondamentale. Il existe au contraire une logique dite de momentum, c'est-à-dire que faire des dettes pour acquérir de ce qu'on appelle des valeurs financières, des actifs financiers, en espérant que ça vaut quelque chose, est un processus qui se cumule lui-même, qui crée ces phases d'exubérance, c'est-à-dire que lorsque les financiers voient monter les valeurs des actions, par exemple, ils vont s'endetter d'autant plus pour pouvoir continuer. Et donc, cette logique de momentum mène à ce qu'on appelle des cycles financiers. Et ça, c'est ce qu'on voit, on commence à les comprendre et à les analyser empiriquement à partir des années 90, et c'est la Banque des règlements internationaux qui est en pointe là-dessus. Et donc, cette logique de momentum mène à des processus dynamiques qui créent des phases d'exubérance ou dites bulles spéculatives, qui mènent ensuite à des phases de retrait, qui sont des phases de retournement, et qui sont très dangereuses, car c'est là que les crises éclatent. Et donc, ce que l'on fait dans ce livre-là, c'est exactement ça. Dans le même mouvement, les processus inflationnistes se portent de plus en plus vers les actifs et non pas sur les biens et services. Alors, c'est ça qui est très intéressant. Quand on parle des crises, on voit bien qu'il peut y avoir deux formes de crise, parce que c'est toujours la liquidité qui est en cause. Ou bien la liquidité est recherchée pour elle-même et les autres actifs, on s'en méfie, et ça c'est la crise financière standard, qui a des caractéristiques déflationnistes bien sûr, puisqu'on se méfie de créer de nouvelles dettes, et on cherche à se débarrasser au maximum. Donc, du point de vue temporel, vous avez un horizon qui se contracte vers le présent. On ne voit plus le futur, on ne sait plus l'évaluer. Ça, c'est la crise financière. Et vous avez la crise opposée, mais qui dépend de la manière dont l'entité souveraine gère la monnaie. Supposez que l'entité souveraine, valide toutes les dettes, crée autant de liquidités qu'il faut pour valider toutes les dettes.
Et évidemment, vous allez arriver à un surcroît de liquidité dont on se pose la question comment je veux m'en débarrasser parce que je sais qu'à ce moment-là, cette liquidité-là n'exprime pas, si vous voulez, la légitimité de la manière dont la liquidité a été créée. Et c'est ce qu'on appelle les crises inflationnistes, qui sont des crises monétaires. On rejette la monnaie en tant que telle. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans la période des années 70, où vous avez une crise très profonde, après un processus de spirale de hausse des prix, vous étiez dans l'ordre des crises monétaires, parce que le monde de la finance était réglementé et contrôlé par l'État. Et donc, c'est dans le marché des biens que ça se passait. Au contraire, à partir des années 80, du fait de l'inversion du processus de création monétaire pour lutter contre l'inflation, avec des montées considérables des taux d'intérêt et le fait qu'à ce moment-là, les dettes devaient demander à être validées par l'épargne, vous avez un processus plutôt à tendance déflationniste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une inflation toujours, c'est le fait de la finance, mais qu'il y a une inflation dans le domaine des dettes et des actifs. Et non plus une inflation dans le domaine des biens réels. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une rupture fondamentale qui est marquée, on en parlait dans la première émission, par le détachement du dollar de l'or, de se détacher complètement de cet étalon or? C'est que toute inflation se porte désormais sur les actifs, alors que historiquement, les crises monétaires étaient plutôt des crises de dévalorisation de la monnaie. Non, mais elle aurait pu se porter là-dessus. Moi, je ne suis pas absolument sûr de ça. C'est-à-dire que ce qui se passe dans cette période aussi, c'est la généralisation de l'économie de marché. C'est-à-dire que vous rentrez sur le marché, rentre dans le capitalisme, rentre dans la division du travail, plusieurs milliards de gens. C'est-à-dire la Chine et l'Inde rentrent dans le domaine, non pas de la finance internationale, mais dans le domaine du marché international des biens réels. Et donc, une partie très importante de la limitation de l'inflation dans les années 90 et début 2000 tient essentiellement, je pense, au fait que les prix deviennent des prix, comme on l'a dit, qui se déterminent en Chine. Et la Chine comme manufacture du monde. Donc ça joue un rôle très important. Et à ce moment-là, ça n'a qu'amplifié le processus d'expansion des actifs et la recherche de valorisation par l'intermédiaire du processus d'accumulation de dettes et de hausse des actifs en contrepartie, cette fameuse logique dite de momentum dont je parlais. Et donc ça a créé le cycle financier. Dans cette période de mondialisation et d'entrée de la Chine, des nouveaux émergents, on a à la fois un processus d'absorption des liquidités, en quelque sorte, par ces pays émergents, et en même temps, la concurrence par les prix qui maintient les prix très bas. Et donc l'inflation se porte sur le prix des actifs. Sur le prix des actifs et donc sur les dettes qui les financent. Alors, on est dans un phénomène de création massive de la monnaie, et que je voudrais mettre en parallèle avec une notion que vous introduisez très, très intéressante dans votre livre, qui est celle de dette de vie. Cette notion de dette de vie donc, que nous avons mis en avant dans la monnaie souveraine renvoie toujours à cette question: quels sont les rapports des membres d'une société à cette société dans son ensemble? Quels sont les rapports d'appartenance? Et c'est l'idée, alors là ça vient de l'anthropologie, parce que ça existe dans toutes les sociétés connues, enfin, disons analysées, etc. C'est-à-dire cette notion que le collectif est bien vu comme étant ce qui permet de survivre ensemble, quoi. Et donc parce qu'il crée les conditions de la survie commune. Et dans le monde moderne, évidemment, cette dette de vie s'appelle dette sociale, c'est-à-dire le fait que la puissance souveraine crée les biens collectifs, crée la sécurité, crée la sécurité au sens d'une sécurité vis-à-vis de la violence, crée une sécurité vis-à-vis, disons, de tous les avatars de la vie, ce qu'on appelle la sécurité de protection sociale, etc. Et donc ça crée une dette. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dette publique. Mais cette dette, elle a la caractéristique de ne pas être cessible, puisqu'elle est vis-à-vis du collectif souverain.
Elle n'est pas comptabilisée. Et en même temps, la totalité. Alors, elle n'est pas comptabilisée parce que vous n'avez pas de comptabilité en partie double de l'État. C'est là que vous voyez la nature de la souveraineté. Ou de la nation. Hein, et de la nation en tant que telle. On doit l'honorer toute sa vie. Et c'est ça que servent les impôts. Les impôts, ça veut dire ça. Tous les adultes payent des impôts toute leur vie, dès lors qu'ils ne peuvent y échapper, ne pas y échapper. Donc, mais si vous considérez une souveraineté englobante, il n'y a pas d'échappatoire possible. Et donc, cette dette est bien verticale, en ce sens qu'elle n'est pas remboursable et qu'elle exprime, si vous voulez, le lien fondamental dans le temps, c'est-à-dire la permanence de la société, entre l'individuel et le collectif. Dernière question sur ce point, est-ce que cette dette de vie ne peut pas être la contrepartie d'une création monétaire encore plus massive ? Alors bien sûr que la possibilité du retour des difficultés liées à la monnaie apparaît là-dessus. Hein. Et c'est tout le débat sur est-ce que la dette souveraine, la dette publique, comme je dis, hein, doit être ou non monétisée. Dans le monde moderne, compte tenu de la puissance qu'a pris la finance à partir de ces années de retournement du début des années 80, où casser l'inflation a été un processus extrêmement brutal, l'idée que la dette publique ne doit pas être monétisée par la Banque centrale est apparue comme un critère d'organisation de la monnaie. Et en conséquence, on a créé en effet cette dépendance de la dette publique vis-à-vis des marchés financiers. Et à ce moment-là, vous rentrez devant les grosses difficultés qui mènent à la Grèce, qui mènent aux difficultés énormes du monde de gestion des dettes publiques. C'est la possibilité, qui normalement n'est pas possible, si vous voulez, d'une faillite d'une dette d'État. La faillite d'une dette d'État est une cassure vis-à-vis de la souveraineté monétaire. Pensez aux États-Unis. Aux États-Unis, la première chose qu'a fait la Réserve fédérale à l'automne 2008, c'est de mettre la dette hors marché, hein, en achetant tous les titres qu'il fallait pour que les titres de dette publique soient des titres qui soient des titres à bas coût, à haute valeur, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez généralisation de ce processus et on arrive à une limite très basse, ce qui sont la possibilité de taux d'intérêt négatif. La possibilité de taux d'intérêt négatif est liée à une conception suivant laquelle la monnaie doit absolument, vis-à-vis de la dette souveraine, la valider en permanence. Michel, cette question des crises monétaires et de leur régulation, nous la poserons dans une troisième émission. Je vous remercie.